Soulèvement, lutte de pouvoir, guerre civile. Des révolutions, il y en a eu beaucoup. Mais au XXe siècle, aucune n'a autant bouleversé la planète que la révolution russe de 1917. Les images se bousculent dans ma tête. Correspondent-elles à la réalité ? Ou sont-elles influencées par le film de Sergei Eisenstein, Octobre, qui est sorti des années plus tard ? En février, le peuple se soulève et destitue le tsar. En octobre, les bolcheviks prennent le pouvoir. Que s'est-il passé dans ce laps de temps ? Des livres d'histoire, on en trouve beaucoup. Mais moi, je veux savoir comment les artistes ont vécu la Révolution à l'époque. Je recherche des témoignages de première main. Comme le journal tenu par Zinaïda Hippius, une écrivaine sulfureuse doublée d'une femme influente. Elle tient un salon célèbre à Saint-Pétersbourg et devient la chroniqueuse de la Révolution. J'aimerais tellement être aveugle et sourde, témoigner de mon désintérêt même, écrire des vers sur l'éternité et la beauté. Ah, si seulement j'en étais capable. Que racontent les mémoires du peintre et critique d'art Alexandre Benoît? La moindre note de Maxime Gorky a été analysée par des spécialistes. Comment vit-il l'année 1917 en tant que marxiste et compagnon de route de Lénine? Puis-je raconter une histoire décalée de la révolution russe à partir de notes et de documents d'artistes? Comment la révolution les influence-t-elle et vice-versa? La Première Guerre mondiale fait rage depuis 3 ans. La Russie est exsangue. Des millions d'hommes sont morts sur les champs de bataille. Pas de paix en vue. Le peuple n'en peut plus. Et le front se rapproche de plus en plus. Que font les jeunes artistes sous les drapeaux? La guerre régit-elle vraiment tout? Par exemple, Vladimir Mayakovsky, poète d'une vingtaine d'années. Il a de la chance. Il n'est pas sur le front, mais il sert dans un régiment motorisé à Saint-Pétersbourg. Ses poèmes sont provocateurs. Vous, les hommes, vous avez du chou dans la moustache. Des restes de potée mal avalés, mal mâchés. Vous, les femmes au visage plâtré, vous êtes telles des huîtres sorties de leur coquille. Vous qui allez de débauche en débauche, vous qui avez une salle de bain et des WC chauffés. N'avez-vous pas honte de chercher dans les journaux les noms des décorés de l'ordre de Saint-Georges ? La colère contre le tsar et sa guerre a gagné depuis longtemps toutes les couches de la société. En 1917, Zinaïda Hippius a 48 ans. Elle habite en face du palais de Tauride, siège d'un parlement russe pratiquement sans pouvoir, la Douma. Et moi, comme tous mes contemporains, je suis perdue, je n'y comprends rien. Stupéfaction. Tant qu'à écrire, la seule solution est de faire simple. Le tsar doit partir. C'est l'opinion de nombreux Russes. Sur quel ton? Avec quel porte-voix faut-il crier? De toute façon, la guerre ne s'arrêtera pas comme ça en Russie. Ce qui nous attend de toute façon, c'est un effondrement, c'est certain. Le peuple est affamé. Depuis des semaines, il n'y a plus de pain.
Nos élites dirigeantes mènent une politique qui ne fonctionne absolument pas et qui a pour unique résultat de totalement les isoler des gens d'en bas. C'est pourquoi ceux d'en bas sont nus. Le 23 février, des milliers de femmes se mettent en grève pour réclamer du pain. Elles convergent vers le centre-ville et des ouvriers toujours plus nombreux se joignent à leur cortège. Les tramways se sont arrêtés dans toute la ville. Les premiers coups de feu sont tirés près du siège de la Douma. Toutes les rues adjacentes sont pleines de soldats prêts à passer à l'action. Des garnisons entières se mutinent. Il y a 150 000 insurgés dans les rues de Saint-Pétersbourg. L'écrivain Maxime Gorki a participé à la première révolution russe de 1905 qui s'est terminée dans le sang. Il est donc sceptique et ne croit pas à une victoire de la rue. Il sait ce qui se passe lorsqu'une révolution échoue. Les pillages ont commencé. Beaucoup de sang sera versé. Énormément de sang. L'appartement de Gorki devient une sorte de centrale d'information pour les marxistes. Nombre de leaders mencheviks, bolcheviks et socialistes révolutionnaires sont prisonniers en Sibérie ou exilés à l'étranger, comme Lénine à Zurich. Personne ne dirige encore les insurgés. Ils s'organisent eux-mêmes. L'artiste Alexandre Benoît décrit la journée du 28 février. C'est peut-être une révolution. Au petit déjeuner, ma fille Dounia a mis tout le monde en émoi en nous annonçant qu'elle venait de voir par la fenêtre un cortège d'automobiles arborant des drapeaux rouges qui venaient de l'avenue centrale et se dirigeaient vers le pont Touchkov. La foule les accompagnait par des cris de joie. Sur le moment, cette nouvelle nous parut extraordinaire et très inquiétante. Mais en début d'après-midi, plus personne ne s'étonnait du passage de ces chars de carnaval révolutionnaires. Les soldats bousculent les passants, tirent en l'air, puis repartent. De nombreuses automobiles arborant des drapeaux rouges font route vers la Douma. J'écris dans les premiers jours de la Révolution la chronique poétique Révolution. Donne des conférences sur les bolcheviks de l'art. Suis allé avec les automobiles à la Douma. En quelques jours, l'ordre ancien s'effondre. Les insurgés assiègent la Douma. Ils réclament un changement de régime et le départ du tsar. Un groupe de vieux galonnés déambule à la Douma. Pour moi, c'est clair. Il faut absolument les remplacer par des socialistes, les bolcheviks. Les soldats arrêtent les policiers tsaristes et s'organisent en soviet. La révolution se structure. Nous étions dans la salle à manger lorsque, soudain, tout près, a retenti le crépitement des mitrailleuses. Cela a commencé à 5 heures. En fait, il y avait une mitrailleuse sur notre toit et une sur l'immeuble d'en face.
Maxime Gorki, le 1er mars. J'ai mal. Cela me touche. Cela me touche beaucoup. Le lundi, 27 février, je me sentais très mal à l'aise. Mais dès le mardi, j'avais intégré la réalité du miracle. Même le crépitement des mitrailleuses ne provoquait plus d'effroi en moi. Tout achoppe et se concentre désormais sur la question de la reconstruction d'un pouvoir. Toute la question est pour l'heure de savoir si un nouveau pouvoir sera mis en place ou non. Il est clair qu'aucun des comités, qu'ils soient de la Douma ou des soviets, ne peut à lui seul incarner le pouvoir. Il faut quelque chose de neuf, une troisième solution. Voilà longtemps que l'enjeu ne porte plus seulement sur l'abdication du tsar. La Douma et les soviets de soldats et d'ouvriers luttent pour le pouvoir. Soudain, il est déjà 6 heures, le téléphone sonne. Le cabinet est formé, tout va bien, un accord a été trouvé. Suit une liste de noms. Je remarque une chose, ce cabinet révolutionnaire ne compte pas un seul révolutionnaire dans ses rangs. La Douma a constitué un gouvernement provisoire. En parallèle, se forme le soviet des députés ouvriers et soldats. Commence alors une période de double gouvernance. Par ici, la presse. La révolution apporte de nouvelles libertés. Liberté de réunion, libération de tous les prisonniers politiques, égalité en droit pour tous les citoyens, liberté d'expression, abolition de la peine de mort. Quelques jours ont suffi pour mettre fin aux 300 ans de règne des Romanov. Le tsar doit abdiquer. Le 4 mars, la monarchie russe cesse d'exister. Tout ce qui a trait à l'ordre ancien est honni. Une cinquantaine d'artistes se sont réunis chez moi le 4 mars. Il régnait une certaine angoisse. Le bruit courait qu'on était en train de démolir ou d'essayer de démolir le monument d'Alexandre III. C'est de l'art populaire. C'est notre bien. Et il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le peuple en prenne conscience et s'empare de ce qui lui appartient. Les artistes présents agissent immédiatement. Soucieux de préserver les monuments artistiques, menacés de destruction, les sous-signés ont décidé de constituer une commission des affaires artistiques. Maxime Gorki, président. Donc, en application du plan arrêté hier chez Gorki, quelques délégués se sont rendus aujourd'hui à la Douma, munis de propositions qui avaient été élaborées. On se serait cru à la bourse. Le gouvernement rédige un décret autorisant la création d'une commission culturelle. Il sera manifestement adopté sur le champ. La commission obtient de nombreux pouvoirs et elle a même droit à une milice. L'appel de la commission de Gorki est diffusé dans toute la ville. Citoyens, les maîtres anciens sont partis. Ils nous ont laissé un héritage gigantesque. Celui-ci appartient aujourd'hui au peuple tout entier.
Choyez-le, ce patrimoine de beauté que des gens talentueux ont réussi à créer malgré le joug du despotisme. Alexandre Benoît a passé la journée à la maison. Il nous a raconté son épopée du ministère des Beaux-Arts avec Gorky. Il se perd en sottises et en querelles pour savoir qui sera à la tête de ce nouveau ministère en devenir, pour dénoncer les appels du pied du Soviet des députés ouvriers, pour discourir de l'Assemblée permanente des artistes, puis à propos de la rumeur selon laquelle il y aurait une lutte en coulisses entre Kerensky et Gorky. Dimitri, mon mari, se met soudain à brailler « Il faut brûler tout cet esthétisme !» Au bout du compte, personne ne comprend plus rien à rien. Le dernier numéro des Izvestia, le journal de ce qu'on appelle maintenant le Soviet des députés ouvriers et soldats, publie une étrange ordonnance concernant la garnison numéro 1. Les officiers sont démis de leurs fonctions et les soviets de soldats, formés spontanément, sont légalisés. À Saint-Pétersbourg, les soldats peuvent refuser d'être transférés sur le front s'ils le souhaitent. Sur les champs de bataille, ils sont toujours plus nombreux à déserter et à rentrer chez eux. C'est ainsi que la nouvelle de la Révolution arrive dans les campagnes. Beaucoup de Russes affluent vers Saint-Pétersbourg, la capitale. Ils exigent la paix avec de plus en plus de force. Nous avons un double pouvoir. Celui absurde du Soviet, avec ses proclamations imbéciles, et celui du front qui nous menace. La question de la guerre doit trouver sans plus attendre une solution. Pour la postérité, pour moi, je proclame ma position actuelle concernant la guerre. Voilà, je suis pour la guerre. C'est-à-dire pour qu'il y soit mis fin le plus rapidement et le plus dignement possible. Que faire? Pour les uns, il faut arrêter la guerre sur le champ et sans condition. Pour les autres, on doit continuer à se battre et reconquérir les territoires perdus. Le 12 mars, les artistes de Saint-Pétersbourg se rassemblent pour réorganiser la culture. Extrait du procès-verbal. Nous avons également pris contact avec le Soviet des députés ouvriers pour choisir le site d'inhumation des victimes de la Révolution. Je ne me souviens plus à quelle occasion, mais quelqu'un avait émis l'idée que je pourrais, dans le cadre de je ne sais plus quelle commission, entrer à l'académie. Un barbu s'est alors levé et a déclaré « Mayakovsky devra passer sur mon corps s'il veut entrer à l'académie. Et s'il y entre quand même, je suis prêt à tirer. » C'est ça, l'art qui transcende les classes. Quelqu'un demande la mise en place d'une commission de sauvegarde des monuments anciens. J'ai une autre proposition. Créer une commission pour la destruction systématique des monuments artistiques et historiques. Nous devons attendre la fin de la guerre et le retour du Front des artistes pour convoquer une assemblée constituante qui devra décider de la politique artistique. Oui, c'est un meeting qui gouverne désormais la Russie, avec sa psychologie de meeting. Comment fonctionne la démocratie? Et comment se conjugue-t-elle avec l'art? Faut-il organiser des commissions, des soviets, des tables rondes? Mayakovsky fonde le Conseil pan-russe des artistes. On réclame même la suppression de la commission de Gorky. Autour de moi, tout le monde exulte, mais j'ai l'impression d'être parmi des gens qui parlent une langue que je ne comprends pas. Je représente aujourd'hui un parti que je ne sais comment appeler. Un parti qui n'a qu'un membre, moi. Et je doute qu'il parvienne un jour à en avoir 3.
La presse, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du parti, est telle que nous n'y avons pas notre place, surtout en ce moment. Les écrivains n'ont nulle part où écrire. Mais nous nous satisfaisons du rôle d'éminence grise que nous remplissons avec un dévouement exemplaire. Zinaïda Hippius est une amie d'Alexandre Kerensky, figure de proue de la Révolution de février, d'abord ministre de la Justice, puis ministre de la Guerre du gouvernement provisoire. Kerensky est arrivé vers 6 heures. Nous nous sommes chaleureusement embrassés. Bien sûr, il est un peu fou, mais son enthousiasme est communicatif. Il a demandé à Dimitri d'écrire une brochure à la mémoire des premiers officiers révolutionnaires, afin de calmer la grogne dans l'armée. Dimitri a bien sûr essayé de tergiverser. « Je ne peux pas, ça m'est difficile. »« Non, non, je vous en prie, Zinaïda vous aidera. » Il y a eu un tumulte à la forteresse Pierre et Paul. Des soldats ont jeté oreillers et couvertures par les fenêtres. L'atmosphère est alarmante à Tsarskoye Selo. Kerensky est allé en personne arrêter une amie de la tsarine, la sauvant peut-être ainsi d'une exécution sommaire. Grande manifestation en hommage aux victimes sur le Champ de Mars. Les flaques brillaient. Nous sommes 2 millions. Dans les cuisines et les loges de concierges, on s'attend à de terribles événements pour aujourd'hui. On parle d'un carnage généralisé. Notre majordome a même fermé la porte d'entrée à clé, refusant d'ouvrir à quiconque. Il faut reconnaître que les prolétaires se sont présentés sous un jour particulièrement favorable. Ils ont observé tout au long des défilés et des manifestations l'ordre le plus strict. Nous avons fait le tour de presque toute la ville. Nous avons même assisté à ces mises au tombeau. Le moment le plus terrible a été l'apparition, derrière les drapeaux noirs, des 2 premiers cercueils tendus de draps rouges vifs. Tout l'esprit nouveau de l'époque y était exprimé, et de manière extrêmement claire, dans cette rupture avec les coutumes les plus profondément enracinées. Je ne pensais pas que mes compatriotes se détacheraient si radicalement des rites mortuaires sacrés. Il y avait quelque chose de hargneux, de provocateur. C'était comme si le cercueil n'était plus un écrin d'apaisement, ni même le symbole d'une fin réconciliatrice. L'écarlate exprimait pour eux la vitalité et la mobilisation. Ces jolis petits vaisseaux qui avançaient sur la mer des ouvriers rassemblés affichaient autant de signes de ralliement des déshérités en route pour le combat. Ces cercueils de la colère semblaient vouloir se hâter de gagner la tranchée, dans laquelle on les plongeait pour nourrir un courroux populaire dépourvu de toute bienveillance. Je suis particulièrement frappé par l'unité dont font preuve les hordes innombrables du prolétariat. Il est cependant étrange que les slogans en faveur de la paix soient si peu nombreux. On voit de plus en plus de revendications pour la terre et la liberté et pour la journée de 8 heures. Autrement dit, des revendications purement concrètes, matérielles, alimentaires. La révolution ne change pas la vie des gens du jour au lendemain. La faim et la guerre sévissent toujours. Le bruit court que le gouvernement provisoire n'a nullement l'intention de mettre fin à la guerre. Je n'appartiens pas au parti des sociodémocrates. Mais si on me demande si nous sommes conscients de l'énorme responsabilité qui repose aujourd'hui sur chacun de nous, je réponds « Oui, nous sommes conscients de cette responsabilité. Mais c'est justement parce que nous en sommes conscients que nous disons « assez de morts, assez de sang ». Le journal des anarchistes Rouskaya Volia publie une annonce à l'intention des organisations d'ouvriers et des partis politiques. Pour la révolution. Camarades, pour que vos manifestations, vos pancartes et vos banderoles aient plus d'impact, assurez-vous le concours d'artistes graphiques. Pour que vos proclamations et vos appels soient entendus et plus convaincants, assurez-vous le concours de poètes et d'écrivains.
Voici Lénine. L'Antéchrist est enfin revenu. La rencontre s'est faite en grande pompe, sous la lumière des projecteurs. Mais il est rentré en passant par l'Allemagne. Les Allemands ont pris une poignée de ces messies nuisibles, leur ont donné un train entier, l'ont plombé pour que leurs pensées ne contaminent pas la terre allemande, et nous les ont envoyés en recommandé. Lénine quitte son exil zurichois et le 3 avril, il arrive à Saint-Pétersbourg avec dans ses bagages son programme, les thèses d'avril. Sans attendre, Lénine est passé à l'action. Il a déclaré qu'il rejetait la social-démocratie et qu'il se considérait désormais comme un social-communiste. Il réclame la paix immédiate, ainsi que le boycott du gouvernement provisoire. Tout le pouvoir doit revenir aux soviets et toutes les terres aux paysans. Tant attendue, bien tardive, la proclamation du gouvernement sur la guerre était une déclaration d'impuissance, à la fois boiteuse et ambiguë, refusant toute annexion, mais avec bien des hésitations, faite à mi-voix et préconisant une position molle, tout en défense. C'est à présent officiel. Le gouvernement provisoire ne signera pas de paix séparée avec l'Allemagne. Les combats se poursuivent. Le pouvoir fait campagne pour la guerre et pour les emprunts nationaux qui la financent. Quelques artistes, la plupart sont contre la guerre, reçoivent des commandes de propagande. Des défilés sont organisés dans les rues pour collecter de l'argent. Le gouvernement prévoit en effet une offensive sur le front. Les Pétersbourgeois protestent. En juillet, la situation dégénérera. Mais pour l'heure, on célèbre le 1er mai, fête du travail. Faute de soutien, Gorki dissout sa commission. Il publie de plus belle. « 1er mai 1917. Impression de la rue. Les gens ne semblent pas croire qu'à présent ils sont libres et ont le droit de manifester et de chanter des chants interdits. Tous sont descendus dans la rue pour en être bien sûrs. La Russie a fait un formidable bond en avant, laissant l'Europe derrière elle. Elle a célébré le 1er mai comme il n'avait encore jamais été célébré dans les pays de l'ancienne civilisation. Oui, il est indispensable de lutter contre l'anarchie, mais il faut parfois savoir aussi vaincre sa propre peur du peuple. La patrie se sentirait moins en danger si elle avait en elle davantage de culture. La relation des futuristes avec les masses engagées dans la Révolution ne s'est naturellement pas limitée à la littérature. Dès les premiers jours, Moussia Nathanson, une jeune communiste de 17 ans du quartier de Viborg, nous a conduits à travers les terrains vagues, les ponts et la ferraille, dans les clubs et les usines. J'y ai lu tout ce que j'avais. En premier lieu, la chronique poétique, la marche de gauche, la guerre et le monde, et des pièces satiriques. Le 15 mai. Ce soir, réunion des collaborateurs du journal Novaya Zhizn, consacré à la mise en place du service artistique. Mayakovsky est sans doute quelqu'un de talentueux, d'imposant et d'une grande force physique, mais c'est un menteur. Gorki a un ton très sombre et on le sent très déçu par la révolution. L'avenir ne présage rien de bon pour ce révolutionnaire patenté. Cette terre est à nous, les habitants de la terre, à chacun de ceux qui y sont nés. Et nous ne permettrons jamais, jamais et à personne de meurtrir notre terre à coups de boulet. Nous les obligerons tous à disperser la poudre. Kazimir Malevitch, 39 ans, peintre d'avant-garde devenu célèbre grâce à son carré noir, est réserviste dans un bureau près de Moscou.
Dans les meetings, il était dangereux de parler de l'intégrité de la personne, de dire que l'on est libre et que nul ne peut vous utiliser comme boucher ou bourreau de vos semblables. Il participe à la création des premières brigades culturelles. C'est un organisateur énergique. Il souhaite rapatrier les artistes du front. Le cynisme égoïste et naïf des déserteurs, d'une ignorance crasse, je suis jeune, je veux vivre, je ne veux pas la guerre, encouragé par la propagande des bolcheviks, est bien entendu pire que toutes les velléités guerrières auxquelles poussait la baguette tsariste. Le gouvernement planifie une attaque baptisée Offensive Kerensky. Le délire se poursuit. Pacifiste, j'appelle l'offensive de mes vœux, dans l'espoir qu'elle permettra au moins d'organiser un peu un pays désabusé, éreinté. Mais je m'inquiète chaque jour davantage, et je pense que la politique insensée de Lénine ne tardera pas à déclencher une guerre civile. Il est totalement isolé, mais ses slogans sont très populaires parmi les ouvriers et une partie des militaires. Gorky soutient l'offensive, lui, le marxiste. Les manifestations ne faiblissent pas. Au contraire, elles attirent toujours plus de monde. Le 18 juin, 400 000 personnes défilent dans les rues de Saint-Pétersbourg. Le 20 juin, le premier régiment de mitrailleurs de Vyborg doit partir sur le front. Les soldats refusent. Une révolte menace d'éclater. Les journées de juillet. Des ouvriers et des soldats armés veulent renverser le gouvernement provisoire. Les bolcheviks se joignent à eux. Il y a de nombreux morts. Pour mater la révolte, on fit appel à l'artillerie. Des régiments furent rappelés du front. Je connais bien des détails, glanés dans des lettres que j'ai lues, mais je ne souhaite pas les donner ici, d'où mon style lapidaire. Les bolcheviks sont hors la loi. Des centaines d'entre eux se font arrêter. Prélude aux emprisonnements à grande échelle, prélude aux arrestations, aux travaux forcés, droit de fermer les journaux et de manière générale de couper court à toute logomachie malfaisante, droit de ne pas raisonner, de ne pas discuter, de ne pas se rassembler en nombre face à la menace des agitateurs bolcheviques. Dans les profonds replis de l'art se cachent les péripéties secrètes des volte-face gouvernementales, de la métamorphose de la vie des gens. Juillet était une répétition qui a eu sur moi personnellement un effet déprimant, confortant le désenchantement que je ressens à l'égard de la Révolution. J'ai donc décidé de ne pas céder aux instances de Gorky et de quitter définitivement le journal Novaya Zhizn pour retrouver l'indépendance de la solitude. Il n'y a pas d'imprimerie, pas de papier, pas de typographe, pas d'imprimeur. Les prix sont exorbitants. J'ai souvent vu Saint-Pétersbourg en été. Mais je n'ai jamais connu la ville aussi grise, mal lavée, négligée. Des groupes de soldats en goguettes déambulent, en crachant des graines de tournesol. Ils dorment de jour dans les parcs. Notre quotidien se résume au souci de notre simple subsistance. Nous sommes passés directement à une quasi-famine. Dernière nouvelle, nos régiments fuient d'eux-mêmes le front, ouvrant la voie aux Allemands. Les unités fidèles sont décimées.
Les ouvriers périssent en masse et les soldats s'en vont. Et les Allemands se faufilent par la porte ouverte, sur les talons du troupeau en fuite. L'offensive Kerensky échoue, entre autres parce que les soldats préfèrent tirer sur leurs officiers plutôt que d'aller au casse-pipe. Kerensky, à présent Premier ministre, devient de plus en plus impopulaire. Kerensky s'est laissé corrompre par le pouvoir. Il habite le palais royal où il s'est entouré d'une cour, comme un médiocre petit bourgeois, un parvenu. Sa géniale intuition semble l'avoir abandonné. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne peux que réitérer mes appels pressants, soit à exercer le pouvoir, soit à le transmettre de fait à des gens plus capables. C'est alors qu'éclate ce que les historiens nommeront plus tard l'affaire Kornilov. Le général Kornilov, commandant en chef de l'armée russe, veut se débarrasser des bolcheviks en usant de la manière forte. Redoutant une escalade, Kerensky limoge Kornilov, après quoi celui-ci envoie des troupes à Saint-Pétersbourg. Pour défendre la ville, Kerensky distribue 40 000 fusils à la foule et à la garde rouge des bolcheviks, qui sont ainsi réhabilités. Des employés de chemin de fer démontent des voies pour empêcher l'avancée des troupes de Kornilov. Des agitateurs convainquent les soldats de rendre leurs armes. Au bout de 3 jours, tout est fini, mais les bolcheviks gardent leurs armes. Petit à petit, la Russie se dékerenskise. Le respect a disparu. Je quitte Novaya Zhizn, je réfléchis à Mystère Bouffe. Mange tes ananas, mastique tes gélinottes. Ton dernier jour arrive, bourgeois. Ces 2 vers sont aujourd'hui mes préférés. L'heure des agitateurs est arrivée. Tout le pouvoir revient aux soviets. Qui s'intéresse à l'art et lui envoie une bouée de sauvetage dans cet océan de sang? C'est à vous, peintres, sculpteurs, artistes, poètes, musiciens et architectes, de vous dresser comme un seul homme pour la défense de l'art. C'est à vous d'aider la jeune génération, qui porte en elle de nouvelles étincelles. C'est à vous de faire résonner un appel à l'agitation artistique dans tout le pays. L'évacuation de l'Ermitage et des palais a déjà commencé. C'est du suicide, l'expression de la panique qui s'est emparée de l'ensemble de notre société, terrifiée devant le spectre du bolchevisme. Lénine a une vive discussion avec son parti bolchevique. Une révolte armée, oui ou non? Quand et comment? Tout le monde est occupé à la mise en place d'un pouvoir fort. Et la guerre civile est presque inévitable. C'est terrible. Ce n'est un secret pour personne. Le coup d'État bolchevique est imminent. Lénine prêche chaque jour et de façon totalement ouverte le pogrom, qu'il présente comme une affaire entendue. Les journaux s'empressent d'annoncer que le gouvernement s'apprête à l'arrêter. Je vois ça d'ici. Kerensky, entouré de sa cour moribonde, crie à Lénine « Antropka A, viens ici, papa va te donner la fessée ». Le 19 octobre, peu avant le coup d'État,
Un banquet est organisé chez un homme d'affaires influent. C'est une initiative de Zinaïda Hippius pour tenter une dernière fois de créer une alliance contre les bolcheviks. Une de ses compagnes de lutte fait un discours. Son discours reposait sur l'idée selon laquelle rien n'était nécessaire et qu'il fallait continuer à tout faire comme l'avait toujours fait l'intelligentsia. Mais où est-elle, cette intelligentsia? Je ne suis pas aveugle. Je sais qu'aucun de ces manifestes ne nous sauvera de ces canons. Mais le sens de l'honneur nous oblige à élever la voix, pour qu'ils sachent du côté de quel canon nous serons quand ils se tireront les uns sur les autres. Le coup d'État commence. Au matin du 25 octobre, les gares, la centrale électrique et tous les ponts et les routes stratégiques sont aux mains des bolcheviks. Le gouvernement a envoyé là-bas des blindés qui sont passés dans le camp des bolcheviks, trop heureux de fraterniser avec eux. On tire actuellement sur la perspective Nevsky. En un mot, le renversement social se prépare. Ce n'est qu'une question d'heure. Plusieurs milliers de personnes se rassemblent devant le palais d'hiver. Mais l'assaut se fait attendre. Lénine annonce par le biais d'affiches la victoire des bolcheviks, bien qu'elle n'ait pas encore eu lieu. Le jour même du renversement du gouvernement, je pouvais encore circuler. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit pour ce jour-là, et je ne pensais pas que nous vivions les dernières heures de notre système bourgeois. Kerensky est parti tôt ce matin, à bord d'une automobile privée. Il s'est esquivé. Il n'était pas encore 10 heures lorsque nous avons entendu des coups de feu. Les échanges se sont faits plus bruyants et fournis de minute en minute. Mon cœur s'est serré. Le palais d'hiver vivait-il vraiment ces dernières minutes? Avec, juste à côté, l'Ermitage qui contenait tous les plus précieux trésors de l'État russe. Tout ce qui, pour moi, comptait plus que tout sur Terre. Le palais d'hiver est pris d'assaut. Ton dernier jour arrive, bourgeois. Mange tes ananas, mastique tes géinotes. Ton dernier jour arrive, bourgeois. Mange tes ananas, mastique tes géinotes. Il y a peu de résistance. Le gouvernement provisoire est renversé. Mange tes ananas. Quel joli paysage! Entre la Révolution et ce qui se passe actuellement, il y a la même différence qu'entre mars et octobre, entre le ciel radieux du printemps dernier et les nuages gris sombres, crasseux et visqueux d'aujourd'hui. À l'heure qu'il est, pour tous les Trotsky, le triomphe est sans nuages et sans vergogne. À l'Institut Smolny, QG des révolutionnaires, siège le congrès pan-russe des soviets. En apprenant la prise du palais d'hiver, nombre de délégués quittent la salle en signe de protestation et sous les huées des bolcheviks. Ceux qui restent acceptent le nouveau pouvoir sous la pression de Lénine. Cette journée sera appelée plus tard en Union soviétique la Grande Révolution socialiste d'octobre. Les deux premières mesures prises par les bolcheviks sont un décret sur la paix et un décret sur la terre. Les journaux de Saint-Pétersbourg disaient, pendant les premiers jours d'octobre, que les matelots avaient marché sur le palais d'hiver en chantant « Mange tes ananas, bourgeois », etc.
Nous apprîmes le matin que le siège du palais s'était achevé juste après ces quelques coups de canon et que les membres du gouvernement avaient été arrêtés et conduits à la forteresse. La curiosité a commencé à me tenailler. Je voulais savoir dans quel état était le palais. Je m'attendais à découvrir un tableau de destruction totale, des ruines fumantes. Or, grâce à Dieu, le palais avait conservé toute sa superbe et restait puissant, solide, immuable. Nous fûmes frappés par le fait que la place et les rues adjacentes étaient totalement vides. Sous le ciel gris et morne, l'endroit semblait ensorcelé, comme une vision du passé. Les journaux qui existent encore, les 3/4 ont été interdits, y compris la Novaya Gizn, prennent leur distance avec les bolcheviks, de manière plus ou moins marquée. La suppression de la liberté de la presse constitue une violence physique, indigne de la démocratie. Il ne faut pas oublier que si la déraison des tsars a pu anéantir des générations entières, cette même déraison menace tous ceux qui se sont enivrés du poison du pouvoir. Donc, je le répète, on est en train de faire des expériences avec le prolétariat russe en suscitant, ce qui est pire que tout, une désillusion durable à l'égard de l'idéal même du socialisme. La pâtisserie Au Bon Goût a catégoriquement refusé de nous faire du pain pour toute la maisonnée. Nous sommes dotés du comité domestique le plus désorganisé qui soit, si bien que la cuisinière ou la femme de chambre est de nouveau contrainte de faire la queue pendant des heures. Autre désagrément, cette sotte de Tekla, toujours elle, nous a encore soumis de nouvelles exigences. Elle veut maintenant avoir son dimanche de repos et que sais-je encore. L'accepter ou ne pas l'accepter? Pour moi, comme pour d'autres futuristes moscovites, la question ne se posait pas. C'était ma révolution. Je suis allé à l'Institut Smolny. J'ai travaillé. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Les réunions ont commencé. Tout a changé dans la vie. La vie a de nouveaux timoniers. Et notre rapport à l'art doit lui aussi changer. C'est ce qui se passera le jour où le peuple se débarrassera des timoniers et arrachera l'art des mains de ces dilettantes que sont les collectionneurs d'art. C'est ce qui se passera le jour où le peuple prendra un décret affirmant que dorénavant, l'art lui appartient, que toutes les collections de tableaux et de livres lui appartiennent. Je trouve absurde d'imposer des règles à ceux qui font notre portrait. Écrire me dégoûte. Les journaux ne sont qu'un tissu de mensonges. Par ailleurs, Moscou, sous la menace des canons, a fait acte de soumission aux bolcheviks. Les capitales sont aux mains des armées ennemies et barbares. Il n'y a nulle part où fuir. Je n'ai pas de patrie. Je continuerai d'écrire, bien sûr, parce que je suis une chroniqueuse. Personne ne sait combien de temps les bolcheviks tiendront. Tout le monde tente de survivre à sa manière. Certains se font une raison, d'autres se retirent de la vie politique. En mars 1918, à Brest-Litovsk, la Russie signe la paix avec l'Allemagne,
et perd de vastes territoires. La guerre mondiale est suivie d'une guerre civile encore plus sanglante qui fait des millions de morts. Et l'art. Il connaît un renouveau après 1917. Mais la liberté tant attendue n'est qu'une illusion éphémère. Friss Ananas, Bürger und Haselhuhn, muss bald deinen letzten Seufzer tun. Friss Ananas, Bürger und Haselhuhn, muss bald deinen letzten Seufzer tun. Friss Ananas, Bürger und Haselhuhn, muss bald deinen letzten Seufzer tun. Friss Ananas, Bürger und Haselhuhn, muss bald deinen letzten Seufzer tun.